comme nous parlons de femmes, et avant de donner la parole à nos chers panélistes, nous allons présenter et découvrir ensemble quelques chiffres clés sur la situation de la femme à l'échelle mondiale. Et en Tunisie, bien évidemment, notamment dans les domaines de l'éducation, la recherche, l'ingénierie, etc. Donc, selon l'UNESCO, dans ses rapports qui datent de 2021-2023, donc les statistiques mondiales sur l'éducation des filles révèlent une inégalité criante. Donc, on a une fille sur 5 qui ne fréquente pas l'école, pardon. Les femmes représentent seulement un tiers des diplômés en STEM après le secondaire, 25% seulement des ingénieurs en TIC et 63% pardon, des adultes illettrés. De plus, les femmes sont également sous-représentées dans l'industrie, avec donc seulement 28%, 20% seulement des positions de leadership, 5% des développeurs logiciels, 12% des chercheurs en apprentissage automatique et 22% des experts en IA. Quant à notre cher pays, classé 81e à l'échelle mondiale parmi 193 pays et 4e à l'échelle africaine, selon, par rapport, disons, à sa volonté d'utiliser les technologies de l'IA. Donc les chiffres que nous allons voir, qui décrivent la situation de la femme, sont plutôt des chiffres prometteurs. Donc on a la femme tunisienne donc, représente 66% des étudiants inscrits dans les institutions publiques, 58% des inscrits en mathématiques et statistiques, 50,32% des inscrits en sciences de l'informatique et multimédia. Également, les femmes représentent 54,94% des chercheurs sur 1 million d'habitants, sachant que sur 1 million d'habitants, on a à peu près 1622 chercheurs. Et aussi, les femmes représentent 56,51% d'assistants, de maîtres assistants. J'ai oublié mon titre là. Et là, on remarque que cette bonne représentation diminue dès que l'on monte dans l'échelle, donc avec donc seulement 35% des maîtres de conférences et 23% des professeurs. En résumé, la situation est plutôt encourageante et positive, en comparaison bien sûr avec la situation à l'échelle mondiale. Mais il est très important d'en discuter, de considérer les risques et les périls associés. Donc, la question qui se pose, comment saisir cette opportunité en fait et en tirer profit, tout en éliminant les obstacles, que nous allons un peu discuter par la suite, et harmonisant la scène au profit de la femme chercheuse tunisienne dans tous les domaines de la recherche et en particulier dans le domaine de l'IA. Donc notre chère armée féminine de panélistes, apportant avec elles leur expérience et carrière très riches et variées, vont nous aider à déchiffrer, à trouver ou à résoudre l'énigme ou bien à trouver la recette magique, ne serait-ce que les justes ingrédients de base pour l'autonomisation de la femme chercheuse tunisienne afin de l'habiliter, de libérer son potentiel et de la pousser d'aller de l'avant pour réussir justement dans tout ça. Donc je vais m'asseoir. Donc nous allons tout d'abord leur donner la parole pour nous raconter un peu l'histoire de leur carrière en tant qu'enseignante et chercheur en sciences de l'informatique et en IA, donc en particulier en sciences de données en général, donc c'est le terme qui chapeaute un peu. Donc je vais commencer par Dr Rada. Donc vas-y Dr Rada, qu'est-ce que vous avez à nous raconter de beau
بالميتر اسيستون ولا بالدكتور ولا ان فيت هي دكتور دونك رحله الدكتوراه الناس الكل تعرفها. بعد الميتر اسيستون فريمون هذاك درس مش رحله كهو. واكثر حاجه قريبه ليا هي البريزيدونت اسيس فاكس. دونك هذا هما ثلاثه نورمالمون محطات في حياتي مهمه. وان باراليل شيرشوز في لابوراتوار ريجيم. هذايا بريفمون ندخل في الديتاي ولا كيما تحب انت؟ عندي 2 minutes سي بون. دونك انا جونكوراج توت لي فام انهم يدخلوا للدومين نتاع الميتر اسيستون. هو ديجا لو كونكور توا ديجا حكينا في البروبليم الساعه ما هوش حاجه ايفيدونت. مي انك معناها تعمل تيز وتعمل ريشيرش ديجا حاجه اذا انت تحبها باش تلقى فيها برشا راحه وبرشا خدمه او ميم طون بيسك انت حاجه تحبها. انا ساعه يحكيو اسكو سي ان ريف دونفونس او نو. l'enseignement non c'est pas un rêve d'enfance تكون واضحه. من بعد اكتشاف. انا قبل كنت جوست نحب انجينيور دونك انا دو باز انجينيور ونحب انجينيور وما نحبش نخرج من صفاقس. دونك نحب نقرا في صفاقس ونخدم في صفاقس وكهو. من بعد اكتشفت اللي انا تبدا نحب نقري. وكيف بديت نقري حتى الاودينس معناتها لي زيتيديون يقول لك يا مدام حسوك عامله جو وانت تقري. دونك اذا قررت باش تولي انسينيونت يا اما تعمل جو وانت تقري يا مش لازم. خاطر فريمون باش تخرج من لانفي ولا من الصاله وانت مبححه وانت تعبه وانت ابيزي. مع الريشيرش قلت ساعه في برشا خدمه وفي برشا راحه اون ميم طون تعمل في حاجه تحبها وتشوف في اوتبوت اللي انت تستنى فيه. دونك هذاك باش يعطيك الراحه سولاجمون وبرشا خدمه خاطر فريمون سا نيسيسيت بوكو دو ترافاي. وكيما الساعه قالت على العشاء تحرق فما برشا ليالي بلاش عشاء سيرتو لي ديدلاين. دونك بيان سور ما فماش عشاء جمله. اي احنا مشينا من الحرقانه ما عادش نطيبوا معناها ليله الديدلاين. من بعد نعوضوا بعد الديدلاين فرهدوا الناس الكل. دونك رحله طويله شويه لازمك تعيشها كوم الفو معناتها تبدا انت اليز فيها. نمشي لاسوسياسيون اللي هي ايبانويسمون. دونك لو ترافاي في لاسوسياسيون كي تبدا تعب من التيز وتعب من الكونكور وبعد من لونسينيمون كيفاش تعمل ان ايفينمون فريمون صحيح زاده باش تتعب اما في الاخر باش تشوف عباد تحب تلاقى انت وياهم تحكي انت وياهم فما توجور لو بلوس يزيد. Merci Rada pour ce témoignage. Donc, je passe la parole à Dr Salm. Ok, Fadoua, merci. Merci pour vous toutes et tous. En fait, si vous voulez des histoires inspirantes, moi je dirais que celle qui m'a motivée pour l'IA, c'était une dame que j'adore jusqu'aujourd'hui, c'est Madame Friel Beji. C'est elle qui m'a enseigné l'intelligence artificielle et c'est là où j'ai accroché. Et je n'ai jamais laissé tomber. Il fallait, le chemin, comme a dit Rada, est très très lent et très difficile. Mais si on y croit, on y arrive. J'ai tenu bon, j'ai eu des enfants en cours de route, j'ai fait une maison, etc. La même histoire du dîner brûlé, etc. Mais au final, on est là. On essaye de rayonner. Les enfants maintenant ont grandi et c'est là où je me dis heureusement que j'ai continué, heureusement que j'ai tenu bon, heureusement que je n'ai pas laissé tomber tout au long de ce parcours très, très, très difficile et très hard. Ce que je veux dire, excusez-moi, je mélange un petit peu anglais-français, mais ce que je voulais dire, que ce parcours était d'autant plus difficile qu'on était des femmes. Pas seulement pour l'histoire des enfants et de la maison, etc., et la vie personnelle, mais aussi pour
les stéréotypes de genre qui existent dans notre société et qui continuent à exister dans notre milieu professionnel, même après avoir décroché le doctorat, même après avoir décroché le diplôme, on est toujours puni, entre guillemets, parce que nous sommes des femmes, parce qu'on attend de nous un certain comportement, parce qu'on est femme, et parce qu'il faut toujours suivre et non pas être un être à part entière avec sa propre volonté. Donc ça complique beaucoup la tâche, ici en Tunisie au moins, pour une femme chercheur de continuer jusqu'au bout et d'arriver à ses objectifs. Et les chiffres qu'a montré Fadwa peut-être le montrent très bien. 56% de femmes sont des maîtres assistants sont des femmes. Lorsqu'on arrive au professeur, on trouve seulement la moitié. Pourquoi la moitié? Parce que l'autre moitié a laissé tomber parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans le milieu professionnel. Ça, il ne faut pas aussi l'oublier. Voilà, je termine parce que j'ai pris beaucoup de temps. Merci Salma. Professeur Narges. Merci, merci Fadwa. Moi, je vais, avec beaucoup d'émotion, je dirais Fadwa était un jour mon étudiante, mais aujourd'hui c'est ma collègue. C'est ça la beauté de ce métier. C'est d'avoir nos propres enfants, nos enfants, moi je vois ma fille devant moi qui est étudiante, nos enfants qui sont nos collègues, qui sont nos... Je vois une autre femme qui est la directrice de mon département, qui était mon étudiante un jour. Donc c'est ça qui nous laisse... Ça nous fait vieillir, mais ça nous rajeunit à la fois. C'est ça la femme chercheur enseignante. Moi, j'ai préparé autre chose pour dire, en parlant la première question à laquelle on était censé répondre, Inspiring Stories. C'est une question... Moi, je cherchais une question inspirante. Mais très honnêtement, j'étais retombée sur mes premiers contacts de l'informatique et la première découverte de l'informatique. Ça ne me rajeunirait pas, mais beaucoup de présents, ils se reconnaîtront peut-être, quand on était jeune au lycée, il y avait le réseau des clubs jeunes sciences en Tunisie. Et l'été, on avait ces camps scientifiques. Et les premiers de la classe, on avait ce cadeau de participer dans un camp scientifique, quelque part en Tunisie, en écologie, en astronomie, etc. Et c'était le démarrage de l'informatique. Personnellement, j'ai eu la chance de participer en 84 et en 85. 2 années de suite, c'était à l'époque, on apprenait basique sur les machines, on était émerveillés de voir les premières machines apprendre à programmer et programmer les petits premiers jeux, etc. etc. Mais l'expérience ne s'arrêtait pas là. Donc c'était l'été, 2 semaines de camp scientifique, apprentissage avec toute la beauté de networking. On avait des amis d'un peu partout de la Tunisie, un peu, c'est pas les colonies de vacances, mais c'est vraiment l'apprentissage scientifique, c'est souvent au bord de la mer, etc. Mais surtout la redevabilité. Le retour, moi j'étais de Nabeul, en retournant à Nabeul, à notre club, j'étais la prof d'informatique du groupe. Donc on a appris, c'est le partage, apprendre et partager. Donc à mon avis, c'est la leçon. D'abord, c'était pas une obligation, c'était pas une matière à l'école, c'était rien. C'était la découverte. Donc aimer quelque chose, découvrir notre passion. Après, apprendre à partager, justement, c'est là où j'ai appris que je pouvais enseigner, où je pouvais partager, je pouvais faire des choses dès l'âge de 15, 16, 17 ans. Donc c'était quelque part, personnellement, c'est ces premières découvertes, ces premières rencontres qui ont marqué par la suite mes choix dans ma carrière, etc. C'est vrai, j'ai fait prépa, moi je rejoins ce que disait Madame Jaziri, on a tous commencé à faire des maths et des physiques, et c'était les prépas scientifiques, et c'était ça, c'était l'option maths, et après maths physique, etc. Et c'est vrai, l'informatique, c'est un peu la dérivée, c'est le mariage ou le divorce. Moi, je dirais c'est le résultat d'un mariage plutôt qu'un divorce. Mais ce qui est important, c'est d'abord la découverte très tôt, aimer ce qu'on veut. Ça peut conditionner notre carrière, mais tout se base. Il n'y a pas que les sciences fondamentales, mais il y a les sciences humaines et sociales, les valeurs de partage, de collaboration. Personnellement, c'est vrai, j'ai fait prépa, j'ai fait école d'ingénieur. Après, à la fin, oui, 24 ans, non, j'ai pas envie de travailler. Allez, parallèlement, notre école, à l'époque, il offrait la possibilité de faire le DO1 en parallèle avec la 3e année d'école d'ingénieur. Allez, je vais tenter, pourquoi pas, je vais voir. C'est ce qui m'a inspiré à continuer en thèse.
Curieusement, à l'époque, j'étais en France, la bourse, j'avais plus de bourse au bout de 5 ans. Allez, ma passion, encore une fois, je postulais. L'Institut d'astrophysique spatiale proposait une thèse. Ah, pourquoi pas, j'ai fait l'entretien. Il y avait le besoin en traitement de données. C'est un peu le juste milieu, suivre sa passion, faire sa carrière et trouver les deux. C'est comme ça, il n'y a pas un chemin unique. Ça se construit en marchant. Ça se construit en marchant, en ayant les objectifs clairs et en ayant ce qu'on veut faire. Et bien sûr, comme le disait Salma tout à l'heure, il y a dans nos parcours des personnes qui nous inspirent, ça c'est vrai. Il y a des volontés d'aller plus loin, il y a la découverte et la curiosité qui nous tient, mais il y a beaucoup de persévérance, d'organisation et faire tout par passion. Il faut aimer ce que nous faisons, c'est ça le plus important. Passion, persévérance et organisation nous permettent de faire beaucoup plus. Pour revenir, moi je dirais pourquoi je reviens à ces premières expériences. Après, les choses évoluent, les responsabilités évoluent, mais nous changeons de casquette et de rôle. Nous devenons enseignants, puis encadrants. Mais moi, je dis toujours, faire aboutir ou accompagner nos étudiants à aboutir à leur aspiration nous mène automatiquement à des horizons pour lesquels soit on a planifié, soit on n'a pas planifié. On évolue naturellement dans nos carrières. Si on fait aboutir un master ou une thèse, ou la première et la deuxième, etc., on est prêt, et oui, c'est vrai, ça prend le temps que ça prend. Moi, je dis toujours à mes collègues maintenant, c'est ce qui m'a amené à devenir un jour la directrice de l'école, après la directrice du laboratoire. Moi, je dis là, ce n'est pas parce qu'on était femme ou pas femme. C'est toujours basé sur le mérite. Quelqu'un qui travaille, qui se trouve élu ou poussé à prendre une responsabilité ou encouragé, c'est parce qu'il peut trouver derrière lui une équipe, avec lui une équipe, il peut former une équipe, on peut attirer des gens, les inspirer, mais on est gagnant-gagnant à la fin. On apprend, être un éternel apprenant, c'est ça le mot clé, on apprend tout de l'IA. Et pourquoi maintenant, tout à l'heure, moi aussi, ça me tient à cœur de dire, on a des docteurs chômeurs en Tunisie. Oui, on a des docteurs chômeurs, mais on peut ne plus les avoir s'il y a cette hybridation. L'IA et la biologie, l'IA et la physique, l'IA et les sciences humaines, etc. Et très honnêtement, à l'échelle de notre école, et vous voyez là quand les rôles changent, on s'est battu et on a créé à l'ANSSI le premier master hybride de recherche en bioinformatique. Une des grandes motivations derrière ça, c'était de reconvertir ces quelques chômeurs potentiels biologistes. Et je peux vous avouer le plaisir que nous avons de sortir et de former des bioinformaticiens et qui ont la double casquette. Et en 2 ans, nous avons des Tunisiens, des jeunes qui sont très intelligents, capables d'apprendre très rapidement et de se convertir. Donc je dirais oui, il y a des chômeurs. Non, il faut créer des opportunités pour les sortir de ce chômage. Et merci. Merci, professeur Narges. Professeur Dorra, à vous la parole. Merci beaucoup Fadwa, merci pour l'organisation de ce panel que je trouve très très intéressant. Donc qu'est-ce que j'ai à dire après ces dames? En fait, mon expérience, elle a commencé peut-être avec le secondaire et le primaire. J'étais très encouragée par la famille, par mon père. Et en fait, j'ai compris que le succès et l'excellence étaient une voie de liberté. Parce que mon père m'autorisait d'aller dans les... pendant les excursions et il n'y avait pas de limite parce que j'étais distinguée dans mes études. Et donc, du coup, j'ai travaillé ce côté parce que ça me donne plus de liberté. Après, donc, pour le choix du métier de l'ingénieur, en fait, c'était dans une foire internationale. J'ai compris qu'il y avait une dimension internationale derrière le métier d'ingénieur. Et j'aime beaucoup ça. J'aime qu'il n'y aurait pas de frontières entre les pays, même dans ma carrière. Je fais beaucoup de conférences, j'organise des conférences. Et dans mes conférences, il y a des dimensions internationales, beaucoup de nationalités. Donc, j'aime bien ce carrefour et cet échange très, très riche. Et que ce soit sur le plan technique, que humain, que social. Voilà. Donc, je me rappelle que j'ai été chanceuse de finir mes études de doctorat et de master en France. Et les Français n'ont pas de problème avec la femme. Mais j'avais un stage de 3 mois en Hollande.
dans une entreprise fonderie microélectronique à Delft pour 3 mois. Et ils étaient très étonnés que je sois femme et ingénieur. Et donc pour eux, c'était bizarre, malgré que c'était un pays développé. Et là, j'ai compris que ce n'est pas question de développement, c'est question de mentalité, de culture. Et j'ai commencé à comprendre que la femme tunisienne a gagné sur ce côté. Parce que dans notre culture amazigh, berbère, donc la femme, elle était imposante. Et donc, j'étais toujours fière de ça. Et on fait toujours les surprises. Hein. Lorsqu'on se déplace dans nos conférences, on est 100% femmes hein, dans mon équipe. Et on fait beaucoup de développement personnel parce que la femme a beaucoup de motivation, beaucoup de challenges et des défis à surmonter. Ce n'est pas facile pour moi. Personnellement, je n'étais pas celle qui faisait le cumul. Hein. Pour les enfants, j'ai eu très tard mes enfants parce que je ne pouvais pas. Je finis ma thèse et après je travaille, après j'ai mes enfants. Je ne peux pas faire le cumul. Je suis perfectionniste. Et c'est un filtre qui n'est pas toujours au service. Hein. Mais bon, c'est fatigant. Et je reconnais aussi que on n'a pas les mêmes opportunités avec les hommes. On doit travailler beaucoup plus dur qu'eux pour avoir les mêmes chances. Et ça, c'est malheureux parce qu'on sent un peu l'injustice. Il faut être tout le temps très motivé pour avancer. Parce que sinon, cette unfairness, cette injustice peut toucher à la motivation. Il peut décevoir parfois. Et je suis très contente pour vous, pour la nouvelle génération, et qui ne fait pas de cuisine. Non, parce que vous arrachez vos droits. En fait, comme je t'ai dit, la recette pour moi, c'était liberté égale travail et persévérance. Et pour cette génération, elle est libre par construction. Donc, je crois qu'elles sont moins sexistes. Et ça, c'est bien, parce que je crois que l'équilibre, c'est avoir dans sa tête la parité, avoir cet équilibre-là. Ni en faveur de la femme, ni en faveur de l'homme. Hein. Il faut avoir cet équilibre pour avancer tout le monde au même pied d'égalité. Voilà. Merci, hein, Fadwa. Merci, professeur Dora, pour ce témoignage. Merci toutes nos panélistes pour vos témoignages et partages riches en expérience et en émotions. Donc, ce que vous avez dit, Madame Dora, nous amènera à notre deuxième question. En fait, comme vous avez parlé, il y a donc pas mal d'obstacles, de défis et de difficultés auxquels la femme chercheure tunisienne est confrontée. Donc, vous avez un peu cité quelques exemples issus de vos expériences personnelles, mais comment peut-on les classer, ces défis et difficultés et obstacles? Donc, quelle classification peut-on faire? Et est-ce qu'on peut vraiment parler à l'échelle tunisienne du problème du plafond de verre, en fait? Est-ce que la femme tunisienne chercheur est heurtée réellement à ce problème? Est-ce qu'il est réel dans notre contexte tunisien? Je continue avec vous, Madame Dora. En fait, la femme tunisienne, elle est très particulière. Par exemple, les commentaires des collègues dans les conférences, c'est qu'on reste toujours femme par rapport à la femme dans le monde de la recherche. Donc, on garde toujours ce côté esthétique et ce côté où on s'occupe de l'apparence. Ben oui, ça c'est spécial parce qu'une femme française... professeure, elle ne fait pas la même attention à son apparence. La femme tunisienne reste femme. Voilà, dans ce côté. Hein. Elle a une famille, elle s'occupe de ses enfants, elle reste maman. Hein. Ce n'est pas comme une chercheuse européenne. En général, hein, bien sûr, il y a des exceptions. Alors, pour moi, on y a les défis. Hein. Il y a beaucoup de défis, en fait. La diversité, elle est bonne, que ce soit dans le genre ou bien dans d'autres aspects, hein, comme l'âge. Alors, le premier défi, c'est comment se renouveler tout le temps. Parce que l'IA, c'est une cadence d'évolution qui est énorme. Donc, il faut travailler soi pour accepter cette évolution et aller vers l'évolution. Il faut tout le temps faire des formations. Il faut aussi développer le travail en équipe, le team building, parce que tout seul, on ne peut pas arriver. Et ça, ce n'est pas évident dans la société tunisienne, hein, dans la communauté de chercheurs. Donc, travailler en équipe, ça veut dire
la complémentarité et l'échange, la mutualisation de ressources, ben c'est beaucoup de défis. Voilà, madame, vous avez compris. Alors, ça, c'est donc côté développement personnel, il faut aussi faire beaucoup de développement personnel parce qu'il faut croire en soi avant, parce qu'il y a tellement de préjugés qu'il faut avoir peut-être se débarrasser de ces préjugés et croire en soi, croire en la femme pour pouvoir vaincre et battre. Donc, moi, je crois que j'ai convergé vers beaucoup de développement personnel. On a une association et on fait tout le temps des formations pour pouvoir donc avancer. Voilà. Le deuxième point, peut-être la communication. Il faut avoir beaucoup de compétences de communication parce que le domaine de l'IA, c'est communiquer avec des experts, c'est la multidisciplinarité aussi. C'est apporter des solutions à beaucoup de monde et qui ne sont pas nécessairement dans la même spécialité. Hein. C'est la pluridisciplinarité qui nécessite une bonne communication. Et peut-être un point important aussi, c'est l'empathie. Parce qu'on doit donner des solutions qui imitent le comportement humain. Il faut déjà comprendre ce comportement. Voilà, je crois qu'on a beaucoup de défis. Alors, je vous laisse. Professeur Dora, docteur Selma, qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à ce que professeur Dora a dit? Merci Fadwa. Alors la question c'était un petit peu les difficultés et tout ça. Donc je vais essayer. Pour moi, il y a 4 grandes, parce que tu cherchais une classification. Donc je pense qu'il s'agit de 4 grandes, si vous voulez, catégories de problèmes ou de difficultés à laquelle la femme tunisienne est heurtée. First of all, bien sûr, la première chose, c'est l'équilibre entre sa vie personnelle et familiale et la vie professionnelle. Ensuite, il y a le problème social en plus grande échelle, à savoir donc c'est ce stéréotype de genre qui existe dans notre culture et dans notre société, qu'on l'en veuille ou non. On est élevé comme ça, on a appris comme ça, on est musulman, on a plein de préjugés par rapport à la femme. Il y a aussi des attentes sociales. Tu es une femme, il faut que tu aies des enfants, il faut faire vite, il faut aller de l'avant, il faut bien préparer, en fait, toute la vie, tout ce qui est social. Mais de l'autre côté, si vous voulez, sur le plan professionnel, il y a aussi 2 grandes catégories, à mon avis, de problèmes. First of all, le manque de réseautage. La femme, on sent qu'elle est un petit peu en dehors des réseaux qui se construisent entre hommes. Et on sent que parfois, c'est vrai que les femmes sont solidaires en Tunisie, mais les hommes sont beaucoup plus solidaires dans le sens où ils sont très, très réseautés. Ils fabriquent rapidement ce genre de réseau et de compromis, d'intérêts communs, etc., etc. Nous, les femmes, on est plongées dans nos maisons, on n'a pas le temps de faire des cafés, de réseauter, etc. Et ça, vraiment, je pense que ça impacte quand même. On est en train de vivre aujourd'hui en Tunisie la période des élections et tout ça. Et ça on le sent très bien aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été préparées alors que nous les femmes, étaient plongées dans nos maisons, dans nos cuisines, etc. Ça, le manque de résultats, je pense que c'est un aspect très important et le manque donc de visibilité de la femme. Mais aussi, il y a un autre volet très, très dangereux, je trouve, dans le milieu professionnel. On a plus, si vous voulez, on est beaucoup plus prêt à harceler les femmes, à aller même avec une violence parfois vraiment, que ce soit verbale ou autre. Et je pense que là, c'est vraiment un défi que la femme tunisienne dans le milieu universitaire doit faire face et doit trouver des solutions pour arrêter cet harcèlement. Je pense qu'il faut un code de conduite ou un truc comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment une discrimination quant à la femme à ce niveau-là. Voilà, Fadwa, je pense que j'ai terminé.
Merci, docteur Salma. J'imagine que docteur Rad a quelque chose à ajouter là-dessus, j'en suis sûre. Allez, Rad. En fait, les obstacles هم أكثر حاجة أنا حاضرة باش نحكي عليهم خاطر مازالوا جدد. هما برشا لي زوبستاكل، ديجا سلمى حكيت شوية ومدام دورة حكيت شوية. أنا باش نحكي على ثلاثة زوبستاكل آخرين. اللي هما سوز استيمي، لا فام ما تنجمش هو ياخذ معناتها لا بلاس دو لا فام ويقول لا لا سيبوها راهي عندها ما تعمل، معناها مش لازم نعطيوها على ريسبونسابيلتي. دونك ما يعطيكش الفرصه باش تقدم. هذه اول حاجه. ثانيه مازالت صغيره في بالي موجوده مونك ديكسبيريونس اتسيتيرا. فما لي زيكسكوز اللي احنا نعطيهم لرواحنا. يعني تو مدام سلمى ومدام دره وانا حكينا على لي زوبستاكل اللي يجيو من برا من لو موند اكستيريور. مي حتى احنا ساعات المراه تعطي روحها برشا العباد اون جينيرال تقول انا والله ما نجمش توا نقوم باش نخدم والا خليني العام هذايا نرتاح. دونك حتى هذوكم سو سون دي زوبستاكل اللي احنا نعملوهم لرواحنا. اور انت كيما ساعه سهام واللي قبلها هيلا دونك قالت لي هي مامان ولانسيت المشروع نتاعها كيف كيف معناها احنا نجموا نكونوا مامان وراهو عطيو جوست فينا الثقه. تو نبداو معناها ما تخافوش علينا نجموا. انا ديجا مامون دو 3 انفون وجو جير لاسوسياسيون ونخدم مش في انا في ريتيدونت في صفاقس ونخدم في مستير. دونك سي بون عطيونا ثقه تو نبداو ما تخافوش علينا. الحاجه الاخرى ساعات نسي يفوكاليزيو برشا على الرجال يقول الراجل ضد المراه. لا انا ساعات نقول المراه هي ضد المراه. كي تعطي لو موفي اكزامبل ان هي فاسيل ا مانيبيولي اللي هي نجموا ياثروا على رايها اللي هي باش يحطوها جوست باش تاخذ لا ديسيزيون جوست فيغورونت هذيك ديجا ما تطلعش خير. معناها كي يقول ساعات مدام دوره باش تقول لي لا تناصر اي انا نقول لا بالحق اي باهي مريقل صحيت باريتي ناتوريلمون. يعني انا جو بريفير راجل اللي هو يدز معايا اني انا نخدم كوم يلفو على انه مراه تمثلني طريقه خايبه يوليو كيما قلت لا ما نسيرش خليها هذيك تو ناخذوا احنا في الكويزين نتاعنا انترن لا ديسيزيون ومن بعد نعطيوها لها وقتيه طيب في الفطور اللي بطلناه ما عادش نطيبوه ونعطيوها لها الاخر لحظه تمشي هي تقول لا ديسيزيون. دونك هذا هما لي تروا زوبستاكل اللي حبيت جوست نقول. اما هما لي زوبستاكل برشا راه كان نقعدوا من هون الغدوه ما يوفيوش. عايشك غادة. مدام نرجس. Je ne vais pas parler d'obstacles. Vous savez, un obstacle ou un handicap, personnellement, je le dis toujours à mes étudiants, on est tous handicapés. Si j'enlève mes lunettes, je verrai plus clairement. Donc, c'est une situation d'handicap ou situation, l'obstacle, ça dépend. Il faut aller chercher la bonne arme au bon عندك حيط ما توصلوش. احنا عندنا مثل في الدارجه j'adore nos proverbes. يقول لك comment dire celui qui peut pas faire sa chose il va chercher son voisin. Ça peut chercher une chaise pour monter. Donc c'est ça je dirais on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui. Non, il y a quelque chose qui veut dire si tu n'arrives pas tu vas chercher la solution. Il n'y a pas de problème. Moi je dis toujours n'oubliez pas l'intelligence humaine, l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle. On est une femme, on est une chercheure, femme ou homme comme on le dit. Moi je rigole toujours, je dis les copies de nos étudiants sont corrigées de manière anonyme. On donne des notes, on ne connaît pas s'il y a une fille ou un garçon qui a écrit derrière. On affiche les résultats du bac ou les résultats de n'importe quel résultat. Un évaluateur d'un papier ou d'une thèse, c'est le mérite, c'est basé sur le mérite. Le travail qui mérite, il va passer. Donc, celui qui a le mérite, il doit chercher à faire son droit, faire son devoir. Il doit demander et être... Voilà. Si nous savons ce que nous valons, ce que nous voulons, on va y arriver. On va y arriver. C'est vrai, comme l'a dit, la gestion du temps, la gestion de priorité. C'est vrai, moi, en tant que femme, maman, c'est vrai, on a cette multitask.
Le multitasking, des études ont prouvé qu'il n'est pas très efficace. À un moment, c'était le plaidoyer du multitasking, et après, là, on revient au séquentiel, etc., etc. Mais ça revient à la gestion du temps, la gestion des priorités et de nos objectifs tout au long de notre vie. Il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent, donc il n'y a pas de chercheurs, parce que vous, comme vous l'avez dit, ça dépend du contexte dans lequel vous allez vous trouver et le défi de savoir bien jauger et bien juger son contexte, sa situation pour tourner les difficultés en opportunités. Et pourquoi je redis, c'est vrai, la femme chercheur, socialement, dans nos sociétés, ce n'est pas par hasard que nous trouvons les femmes enseignantes et les femmes médecins. De nature, on aime bien prendre soin des autres, éduquer, etc. Naturellement, on a appris ça. Je ne sais pas si c'est naturel ou culturel, mais au moins culturellement, notre culture nous a inculqué ça. C'est notre devoir, notre devoir. Mais notre devoir, on va le retrouver en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, en tant que chef d'équipe, en tant qu'entend. On peut le détourner différemment. Même ce qu'on dit, on a cette tendance de culpabiliser nos familles, etc. Le sentiment que, oui, j'ai qassart ma'ouledi avec le repas brûlé, etc. Mais, oui, mais c'est la vie. Mais il faut voir en quoi nos enfants, ils ont gagné en autonomie. En quoi ils ont vu nos défis. En quoi nos échecs. Dans l'article refusé, resoumis, sabat, lui, dans sa carrière, moi, je le vois des fois, nos enfants, on ne leur apprend pas ça. Mais ils le voient, ils le vivent avec nous. Il y a ceux qui vont dire, on ne va pas faire votre métier. Il y a d'autres qui, inconsciemment, ils vont faire un métier similaire finalement. Il y a des comportements de base. Finalement, l'enseignant-chercheur responsable, honnête, il fait ce qu'il est. Finalement, moi je dis c'est une question, notre vieille éducation, que nous devons la réanalyser, la revoir dans notre métier. Trabina, pour apprendre, pour faire, mais notre métier aujourd'hui c'est ça, notre mission c'est ça. Donc pour revenir, je conclus, l'esprit de partage, la coopération, être au regard, à l'écoute de tous, y compris de notre environnement, de ce qui nous entoure pour traiter des problèmes concrets, être impactful. Le chercheur, il doit avoir un impact sur ce qui l'entoure. On a très longtemps fait de la recherche diplômante et on s'est rendu compte de ses limites et des chômeuses, des chômeurs, etc. Mais avoir des recherches qui répondent. Là, oui, on l'appelle beaucoup de choses, mais finalement, cette responsabilité vis-à-vis de notre société en tant que chercheur, surtout on y a. Surtout on y a, il ne faut pas laisser passer ce cap. S'il n'y a que des hommes, encore une fois, là, je suis d'accord, il ne faut pas construire des modèles et des systèmes et des intelligences artificielles par construction biaisée, qui font des hallucinations, etc. Nous, femmes, nous devons œuvrer pour ne pas recréer l'inégalité grâce à notre intelligence humaine, pour ne pas faire l'artificiel ou se taire l'éthique et tout ça. C'est des défis énormes, énormes du chercheur aujourd'hui, y compris femme ou homme. Peut-être c'est un rôle double aujourd'hui pour la femme, pour ne pas laisser ce sentiment d'inégalité à peu près culturelle dans certaines sociétés ou de certains contextes, qu'il soit redupliqué ou calqué, et on sait qu'il sera, comment dire, encore plus grand si on le laisse se faire dans les systèmes artificiels, parce qu'eux, ils n'auront pas de conscience. Au moins, on a l'humain qui a, à la fin, c'est notre frère, c'est notre père, c'est notre mari. À la fin, même s'il y a des inégalités, on a un peu cette affection et cette raison. C'est même pas de l'affection, cette raison de dire oui, c'est ça. Donc, les défis, il faut vraiment bien les identifier, bien les repositionner dans leur contexte et les affronter pour les résoudre intelligemment, et surtout grâce à l'IA. Il ne faut pas se détourner pour ne pas les laisser échapper et s'amplifier. Merci, professeur Narges. Donc, si je résume, je vais utiliser une petite métaphore. Donc, c'est clair que notre chemin n'est pas parsemé seulement de fleurs. Donc, au passage, on va piétiner des épines et des ronces. Donc, il faut être capable de s'en débarrasser et continuer donc à aller de l'avant et surtout réussir, leur prouver qu'on est capable de réussir. En parlant d'obstacles, je dois gérer plein de choses en même temps. En parlant d'obstacles, donc ça nous ramène à notre troisième question. Donc je continue avec vous, Madame Narges.
Donc pour justement soutenir la femme chercheuse tunisienne et l'encourager dans son parcours en tant qu'enseignante et chercheur, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme initiative, comme collaboration, que ce soit nationale ou internationale? Qu'est-ce qu'on a comme politique pour justement pour la femme donc tunisienne? S'il n'y en a pas, s'il y en a bien sûr, quels sont les résultats, quels sont les impacts tangibles qu'on a pu avoir? Et s'il n'y en a pas, donc quelles sont vos idées, vos propositions par rapport à tout ça? Merci Fadwa. Là, tu me pousses à réfléchir avec la casquette de chef directrice de labo, chef d'équipe, etc. Mais moi, j'insiste et je dis, comme vous l'avez bien présenté, nous avons le constat que nous avons de plus en plus de femmes chercheurs dans nos laboratoires. Donc tout ce qui est, je dirais, solution à l'échelle nationale, finalement, c'est au service de cette majorité féminine, pour dire, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, je ne connais pas un programme dédié aux femmes, spécifiquement pour les femmes. Par contre, il y a pas mal d'initiatives, justement, quand on voit tout ce qui est levée de fonds, que ce soit... Il y a le mot-clé qui est le réseautage, le travail en équipe, la multidisciplinarité et la coopération. Ça, c'est l'action, et je dirais, c'est même pas une tendance, c'est une conviction nationale et qui s'allie à l'international. Nous, en tant que chercheurs, en tant qu'encadrants, en tant qu'apprenants, en tant que chef d'équipe, en tant que tout ce que vous voulez, on est amené aujourd'hui à travailler en équipe et sur des projets pour lever de fonds pour tous les participants. Encore une fois, de l'argent pour ceux qui veulent travailler. Si on va se limiter, et vous le savez tous, sur les dotations du ministère pour nos laboratoires, quoi qu'on fasse, elles restent minimes. Donc, ce qu'il y a maintenant, de plus en plus, nous faisons de la veille et nous voyons qu'il y a des appels à projets, le travail en réseau. À mon avis, c'est le défi, pardon. Si entre autres, le travail en réseau, que ce soit pour les projets, ce qu'on appelait les PRF, les projets de recherche fédérés, maintenant, c'est les projets de collaboration. Il y a les projets de constitution de consortiums de recherche. Il y a les projets multinationaux ou bilatéraux, il y a les fonds, que ce soit avec le Canada, avec des pays européens. À mon avis, à mon sens, pour atteindre l'excellence, il faut travailler sur le networking, il faut innover pour durer. Et vous voyez là, je suis désolée, c'est une réflexion qu'on a longuement menée à notre école, École nationale des sciences de l'informatique, qu'on a rebaptisée E pour excellence, N pour networking, S pour sustainability, I pour innovation. Cette école, qui je dis l'école des sciences de l'informatique, depuis 40 ans qu'elle est là, et j'espère, on a fêté justement cette année le 40e anniversaire, la question se pose, que va devenir les sciences de l'informatique dans 40 ans, dans 100 ans? La question c'est la même. Si on s'est posé pour notre école comme école de formation, parce qu'elle abrite ses enseignants, ses chercheurs, moi je dirais c'est se creuser où nous recevons nos étudiants, d'excellents étudiants. On me dit vous avez de la chance d'avoir un bon input. J'ai dit nous avons l'excellente chance d'attirer d'excellents étudiants et d'avoir une excellente valeur ajoutée à la sortie. C'est le sang neuf qui circule, mais n'oublions pas qu'il y a l'excellent staff, ces enseignants-chercheurs. Si eux ne sont pas épanouis, ils ne pourront jamais former ceux qui n'apprennent pas, etc. Donc les défis aujourd'hui, d'aller monter les projets adéquats, impliquer tout le monde pour le faire, pour aller chercher les fonds et les collaborations qui feront le garant de cette durabilité du système. Mais pour là, le chemin est à créer, il faut innover, il faut inventer à l'échelle, même s'il y a aujourd'hui quelques offres. Je crois que, comme on le dit, les métiers de l'informatique, tout est à venir. Je dis là, nous, même en tant qu'ingénieurs-chercheurs, nous devons apprendre à nous rénover tous les jours pour inventer de nouvelles opportunités pour nos formations, pour notre recherche et pour les impacts de la recherche sur notre pays et l'échelle de la planète. Donc, un mot, le réseautage, c'est un mot très, très, très important. Le travail d'équipe, l'esprit de partage. Et bien sûr, l'argent
ne fait pas le bonheur, mais il en faut encore. Donc le lever de fonds adéquat pour les projets adéquats, en impliquant les équipes qui travaillent, qui seront récompensées dans la boucle. Donc l'humain dans la boucle, l'intelligence humaine, c'est la clé pour avancer pour la recherche en Tunisie. Il y a beaucoup d'initiatives. C'est vrai, le revers de la médaille, et là peut-être je passerai la deuxième question, le revers de la médaille, une question vous fera peut-être rire, moi à chaque fois je le dis, même à des réunions de très haut niveau, tous les bons sont partis. J'ai dit d'accord, tous les mauvais sont encore là. C'est pas ça la réalité, c'est pas ça. Notre Tunisie, elle est belle, avec tout le réseau des Tunisiens qui sont un peu partout. À mon avis, ce réseau, c'est vrai, justement, tout à l'heure, on parlait de ces nœuds. Un graphe, c'est quoi? C'est des nœuds et des liens. Il faut qu'il y ait plus de flux, plus d'échanges. Surtout, c'est un réseau de réseaux qu'il faut faire. Et je suis sûre, plus il y a de la circulation dans ces réseaux, plus on va créer de la vie et on peut vivre ensemble. Il n'y a pas de question de bon ou de mauvais, de bien ou de mal, mais ce que nous voulons faire et comment on peut avoir un impact sur les uns sur les autres. Et ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire donc l'objectif, au lieu de rester sur l'individuel, il faut réfléchir en groupe. Le départ, pour moi, c'est un voyage, ce n'est pas un départ, c'est toujours un échange et il faut voir toujours le bon côté en espérant, moi, honnêtement, je salue Thaïs pour ses initiatives, c'est le mise en réseau, le réseautage et nous découvrons de très belles personnes que nous retrouvons et j'espère qu'on pourra ensemble faire des choses de là où nous serons chacun individuellement. Et le plus important, c'est l'épanouissement. Être épanoui là où nous nous trouvons et le give back, autant qu'on peut, chacun il peut aider comme il peut les autres, mais si aider, moi je dis toujours offrir un cadeau, on est encore les plus heureux en l'offrant plus que celui qui l'a. Donc faire ce geste de sourire, on a le sourire en retour, c'est rien que ces gestes-là qu'il ne faut pas garder quand on est chercheur, on est avant tout des humains. Merci. Merci Madame Narges. Oui. Docteur Selma, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Merci Fadoua, je ne vais pas être longue. Je pense que je rejoins tout à fait la notion de réseautage et surtout au niveau donc, des femmes. Il y a des associations, il y a des organisations même pour ça comme l'Organisation of Women in Science for the Developing Countries. Tunis, on n'a pas encore un chapitre, mais on a presque 50 femmes participantes. Et ça, c'est une occasion pour encourager toutes les femmes chercheurs tunisiennes de participer à cette organisation. Parce qu'on peut faire du réseautage, effectivement. Il y a aussi ce genre de manifestation où on sent la solidarité. Et il y a aussi des projets internationaux. Et ça, parfois, il y a des projets qui sont intéressés à la femme. Par exemple, j'ai participé au projet INSAF Femmes, qui est un projet européen qui a pour but de, justement, aider la femme à s'approprier de la technologie pour échapper de tout ce qui est chômage, etc., etc. Et autre chose, à mon avis, il faut beaucoup de collaboration multidisciplinaire. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai ma collègue Olfa Boudeya qui nous vient de la faculté de lettres, parce qu'on est femmes, parce qu'on est solidaires, parce que les femmes tunisiennes, en tant qu'universitaires, sont solidaires. Et ça, c'est très important pour créer de la force. Et nous, la femme, en fait, en Tunisie, c'est une école. Donc, si nous, les femmes, on est bien organisées et on est en réseau, on pourra apprendre aux futures générations comment, comme elle a dit Madame Narges, donner, comment aider, comment donner de lui-même, comment essayer d'innover, etc., etc. Je ne vais pas être longue, je sais qu'on a dépassé le temps. Merci Salma. Professeur Dora, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Alors, par rapport à how to empower or ways to empower, en fait, statistiquement, on n'a pas de problème en informatique. L'implication des femmes, elle est là. Sauf que la qualité des emplois, donc si on regarde les salaires, il y a un gap. Les chances, il n'y a pas d'égalité des chances. Donc il y a une petite injustice à laquelle on doit faire face.
Par rapport aux actions féministes, je ne suis pas trop pour répondre à l'injustice par une autre injustice. Parce que booster la femme parce qu'elle a été, dans d'autres situations, elle a été privée de ses droits, n'est pas pour moi la solution. Voilà. Donc il faut voir autrement d'autres solutions, comme la parité. Voilà. Merci, professeur Dora. Vous m'avez déjà facilité le passage à la question 4. Donc, juste un petit mot, en fait. Il y a plusieurs questions qui se posent sur l'égalité femmes-hommes dans le milieu scientifique. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une chimère? Est-ce que c'est une utopie? Donc, où on est en Tunisie? Pourquoi on ne trouve toujours pas des femmes au pouvoir, des femmes, beaucoup de femmes directrices d'écoles, d'instituts, beaucoup de femmes directrices de labos, des femmes rectrices, des femmes ministres de l'enseignement supérieur? Je ne me rappelle pas qu'il y a eu une femme ministre de l'enseignement supérieur, à ma connaissance, non? Il y a eu? D'accord. Donc, l'autre question qui rejoint un peu aussi cette question d'égalité, comment mieux sensibiliser la société tunisienne à l'importance de cette égalité dans les carrières scientifiques? Quel est le rôle des médias, de l'éducation dans tout ça? Voilà, on a déjà parlé de certaines pratiques aussi. Qu'est-ce qui arrive? Donc, il y a des pratiques, comme a dit Salma, d'harcèlement, de manipulation. Je dirais. Donc, comment, aussi la question, comment harmoniser ce milieu scientifique de recherche donc pour permettre à la femme, comme a dit professeur Nadj, de s'épanouir pleinement. Je continue avec vous, professeur Dora, quand vous avez bien sûr abordé ce point. En fait, dans la parité, il faut souligner le fait que nous avons plusieurs disciplines et les statistiques varient d'un domaine à un autre. Et on peut s'inspirer des domaines où la femme est imposante, elle a été majoritaire, ou pas majoritaire, mais elle a contribué par rapport aux autres domaines où on a des traces de participation. Donc, il fallait peut-être faire des analyses statistiques sur les clés, quelle est la raison. Je ne crois pas que c'est question de compétences. C'est peut-être question de culture, mais aussi d'économie. Par exemple, madame, elle a parlé des femmes chômeurs. La recherche, elle attire plus de femmes parce qu'elles sont moins pragmatiques. L'homme est trop pragmatique, il compte, il fait ses calculs. Il ne s'implique pas dans l'inconnu, dans les aventures. Pour actuellement se mener une thèse et doctorat de recherche et pour un métier de chercheur est une aventure. Donc l'homme ne fait pas beaucoup d'aventures. Je crois que c'est la raison pour laquelle on a actuellement beaucoup plus de chercheurs. Parce que on se retrouve avec beaucoup de chômeurs femmes. D'accord? Voilà, donc pour moi, la parité, elle sauve un peu le discours. Elle lève la hauteur du discours. On ne parle pas de donner plus de chance ou défavoriser l'homme, mais plutôt assurer la parité partout. Et ça commence par l'éducation. Ça commence dès le jeune âge. Ça commence par le recrutement au secondaire. Aller au lycée pour parler du métier de l'IA et du métier de l'ingénieur. Et encourager les femmes et les hommes. D'accord? Merci. Merci, professeur Dora. Je vous rejoins sur le fait que ça devait être enraciné dès le jeune âge, oui, c'est clair. Donc, Salma, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Je sais que... Oui, c'est peut-être la question qui me tient le plus à cœur, en fait. Donc oui, je pense que oui, il y a une grande disparité en Tunisie entre femmes et hommes et femmes. Les chiffres que tu as montrés tout à l'heure le montrent clairement. Comme j'ai dit tout à l'heure, on passe de 56% de maîtres assistantes femmes à 23% seulement de professeurs. Les 23 autres pourcents, voilà, les 33 peut-être combien? 33%, plus que la moitié. Où sont passés? Oui, monsieur. Ils sont toujours maîtres assistants. Pourquoi? C'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'on est quand même toujours
manipulés par des hommes parce que nos structures, nos institutions sont dirigées par des hommes, parce que c'est eux qui mettent la loi, encore une fois, malheureusement je le dis, et parce qu'il y a une mauvaise utilisation du pouvoir aussi. Les structures institutionnelles en Tunisie favorisent l'homme quant à la femme. On a, comme j'ai dit tout à l'heure, des réseaux et tout ça qui se construisent et on trouve la femme un petit peu à l'écart, un petit peu non visible. Ici, on va faire appel à la femme, c'est juste comme elle a dit Fadwa tout à l'heure, pour essayer de montrer qu'on fait de la parité. Parfois, on met des noms qu'on ne connaît même pas, juste parce qu'elles sont femmes, pour dire que oui, on a fait de la parité. Et ça, c'est grave. Il y a aussi, comme j'ai dit, des injustices dans les établissements tunisiens qui sont basés sur le genre. Il y a des attentes différentes, comme on l'a dit tout à l'heure, des attentes différentes en termes de comportement. L'homme, on accepte qu'il soit, par exemple, syndical, qu'il soit opposant, mais pas la femme. Il y a de ce genre, peut-être à l'INSI, ce n'est pas le cas, mais dans d'autres institutions, ça existe. L'harcèlement, la violence, etc., ça existe malheureusement. Alors, je pense que maintenant, si on veut avancer, si on veut résoudre le problème, je pense qu'il faut mettre en fait des politiques pour, en fait, tolérance zéro par rapport à tout ce qui est harcèlement sexiste, tout ce qui est question de genre. Il faut aussi avoir de l'éthique. احنا في الجامعة التونسية ناقصتنا l'éthique. ناقصتنا éthique. يلزمنا un code de conduite malheureusement. Surtout par rapport à comment se comporter avec la femme. Voilà. Sinon, il faut sensibiliser et éduquer, ça c'est important. Voilà. Pour ne pas être longue. On est partagé là entre celui qui est pour donc qui justement oui, vas-y. Écoutez, là, à vous écouter, Salma, on est la femme victime. Non, on n'est pas aussi... non, désolée. Non, moi, honnêtement, je vais reposer peut-être des questions plus que donner des réponses. Tout à l'heure, on parlait de maître assistant, de maître de conf, de prof. Moi, je me suis retournée vers Fadwa pour lui dire il faut retrouver ces chiffres, même à l'échelle nationale, hommes-femmes. Moi, je défends toujours, donnez-nous femmes et hommes. Mais moi, je dirais le passage, le doctorat, le maître assistant, le collège A, le collège B, collège A, l'habilitation en Tunisie est elle qui est le problème, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Les chiffres disent شو كيفاش قال لك قداش عندك من فام مايتر اسيستون قداش عندك من فام بروفيسور كاو راهو ما قالكش ام فام فهمتني يعني اش معناها 23% de femmes يعني عندك 77% d'hommes professeurs. D'accord. Mais c'est vrai, il y a personnellement mon interprétation de ces chiffres. Généralement, comment je vois? Je vais revenir en tant qu'école d'ingénieurs. Nous posons nos élèves ingénieurs quand ils arrivent, l'INSI et l'informatique. Ça dépend, je suis entièrement d'accord. Le métier, moi je ramène ça à la famille, à l'éducation, à l'enfance, au lycée, jusqu'à la carrière. Elle est un peu... le métier d'ingénieur informaticien, la maman, d'accord, c'est bon, elle va travailler sur un PC à la maison. On croit que la femme chercheur, oui, c'est la maman, elle pourra gérer son foyer, elle peut ramener le travail à la maison. La femme, je ne sais pas, dans une chaîne de production mécanique, il faut qu'elle soit à l'usine. Donc, elle va être absente du jour au soir. Comme si elle était au repos à la maison, quoi. Ou la femme infirmière, elle travaille une demi-journée, donc elle sera à la maison. C'est un peu ça le rôle de la femme maman par rapport à la disponibilité au foyer. C'est pourquoi, moi, personnellement, je vois un peu ce découpage du métier. Pourquoi les femmes, elles auraient plus tendance à faire certains métiers où on peut ramener le travail à la maison ou pas. Et c'est pourquoi, à la maison, on a d'autres soucis, comme que vous avez les anecdotes tout à l'heure. Il y a le choix, c'est vrai, il y a un peu les rôles multiples que, par éducation, la femme, elle est censée faire plus que les hommes, etc. Ça. Mais à mon avis, c'est en train de changer et de s'équilibrer. Il ne faut pas toujours généraliser. Ça dépend des couples, ça dépend des foyers, ça dépend des métiers, etc. Moi, je vois
toutes les femmes docteurs qu'on a citées et les maîtres assistantes, elles ont obtenu leur doctorat parce qu'il y a les deux familles derrière, généralement. Moi, on voit nos étudiantes soutenir leur thèse, surtout en Tunisie, avec 1 ou 2 bébés. J'ai dit le premier, les bébés de la thèse, entre guillemets, il y a un bébé le jour de la soutenance. Mais derrière ça, il y a toutes les deux familles qui sont derrière. Donc, on va soutenir la maman pour devenir maître assistante, mais que ce soit elle ou les familles et le soutien derrière ça et le poids, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi, je me souviendrai toujours, quand je suis rentrée en Tunisie, et parce que moi, j'avais fait mes études en France, etc. En revenant, oui, c'est vrai, c'est là où je me suis mariée. J'ai commencé le métier de maître assistante et j'ai intégré un labo. Et je n'oublierai jamais, professeur Henda Benrzel, que vous connaissez, qui était rectrice elle-même, directrice de notre labo, maintenant professeure. À chaque fois, je dis non, elle a vécu avec moi toutes les étapes de la vie personnelle. Elle me dit, il ne faut jamais lâcher, ils grandiront vite. J'ai eu 3 enfants aussi, elle me dit, ils grandiront vite. Mais là, on est toujours amis. Elle me dit, tu vois, ils ont grandi quand même. Donc, c'est ça, cet équilibre. C'est un peu le choix, c'est un équilibre à trouver. C'est pas honnêtement, à part la famille et l'équilibre, préparer une habilitation en Tunisie n'est pas une tâche facile. Une thèse, c'est 3 ans, c'est 4 ans, c'est 5 ans, c'est limité dans le temps. Une habilitation, c'est un projet qui peut s'étendre à 10, 15, 20 ans. Donc, il faut encore plus de patience, de persévérance. Donc, c'est pourquoi je dis, arriver à maîtrise de camp aux professeurs, un peu toute la société qu'il y a autour. C'est vrai, il y a la volonté personnelle, mais il y a le contexte qu'il y a autour. Toute une famille qui va soutenir sa fille pour devenir docteur, elle va la soutenir 3 ans. Même physiquement, elle risque de ne plus trouver les parents qui étaient là et les enfants grandissent, etc. Donc c'est ce double rôle, ces rôles multiples que joue la maman, la chercheuse, que finalement, il y a bien sûr une réflexion à faire. Et il ne faut pas généraliser. Moi, je dis le mot de la fin, la question pour encouragement. Si vous voulez être femme chercheur, allez-y, tenez bon et vous le serez. Point. Merci, Madame Narjis. Donc, Rada, elle a un petit mot aussi à dire sur ce sujet. Je reviens à l'harcèlement. L'harcèlement, صحيح لازمنا قانون كما قالت مدام سلمى مي سي دو ليدوكاسيون يعني كان كيربي ولدي ولا بنتي كيف اللي هو ما يقبلش الهارسيلمون من الاول معناتها يقف ويقول لا دونك سي بون كيف يولي انسينيون شيرشور باش يقف قدام الهارسيلمون دونك نجموا نعملوا برشا قوانين وما نفعلوهمش خاطر une manque de l'éthique في اليا وفي كي يشدوا لي بوست اتسيتيرا بوان الاخراني il faut être optimiste. Donc il faut être optimiste. Ce sont les défis. Les défis, ce sont des leçons, ce sont des challenges qui باش تربحهم باش تقدم برشا في حياتك. Donc je vous encourage كما قلت من الاول بالكل déjà بديت به انا vas-y ادخلوا لو ريشيرش surtout avec les projets. تو ولينا les projets اللي يقربوا برشا للحياه نتاعنا. يعني تنجم تكون في بروجي معاك صغارك، معاك راجلك، معاك امك وابوك اللي ديجا وقفوا معاك، دونك تلقى روحك ديجا قاعد تحسن لهم في الكاليتي دو في. وهذا هو ديجا لو بوت دو ليا، انه باش يدخل في حياتنا ويحسن الكاليتي. ملي يكونوا نحكيو عليهم كوم دي فيكتيم مقصرين في حقهم باش يوليو ديجا نعطيوهم في البلوس افيك سي بروجي دو ريشيرش. حاجه اخرى، الميليو اللي ما يعجبكش في الريشيرش اون جينيرال بدلو، ما تقعدش برشا. خذ لا بون ديسيزيون في الوقت المناسب. يعني لقيت مليو قاعد يشجع فيك ان طونك فام شيرشوز انك تقدم، كمل. لقيت فما دي زوبستاكل اللي ما تنجمش حتى لو كان تخدم عليهم عامين وماكش باش تعديهم، سي بون بدل، شوف حاجه اخرى، شوف عباد اخرين اللي يعطيوك الفرصه باش تقدم. Merci Rada. Donc Madame Narjis et Rada, ils ont déjà donné leur petit message de fin. Donc j'invite Salma et professeur Dorra à donner leur petit message pour encourager davantage donc toutes les jeunes filles tunisiennes à s'orienter vers des études en STEM, justement pour alimenter le vivier de futurs chercheurs en IA. Professeur Dorra, à vous la parole. Merci Fadwa.
Alors d'abord, j'appelle tous les chercheurs à l'inclusion vers l'IA, parce qu'aujourd'hui, je le vois comme futur. Peut-être aujourd'hui c'est une option, mais demain c'est une obligation. Presque toutes les méthodes conventionnelles sont tombées dans l'eau devant l'IA. Et donc tout le monde doit aller, que ce soit dans le genre ou même la diversité dans l'âge aussi, hein. Les jeunes et même les adultes, hein. Aujourd'hui, j'ai fait une demande d'année sabbatique rien que pour me mettre à jour, parce que c'est tellement volumineux, c'est tellement nouveau qu'on doit aller dans cette cadence, suivre la cadence. Voilà, et merci Fadwa, merci encore. Merci professeur Dora Salma. À vous de clôturer ce panel très riche par un petit message. Merci Fadwa. Moi je dirais que unissons-nous, soyons solidaires et tenez bon, ne jamais lâcher. Vos rêves sont à la portée de vos mains et vous seuls, vous arrivez à vos rêves, voilà. Sinon, l'IA, c'est un domaine passionnant. Il faut juste regarder tous les développements qui se font aujourd'hui autour de l'IA pour que vous puissiez adorer ce domaine. Voilà, et bonne chance à toutes. Donc, merci. Donc, avant de clôturer ce panel et cette agréable, je dirais, discussion et cet échange fructif, je tiens donc à remercier, comme j'ai dit tout à l'heure, notre armée féminine de panélistes pour avoir accepté d'abord de participer, d'enrichir, embellir, je dirais, le panel, non seulement avec leur expérience, mais aussi avec leur savoir-faire, savoir-être et réflexion perspicace. Donc, merci beaucoup. Et à la prochaine, je dirais, un autre panel pour les futures éditions de WITS. Merci également à l'audience, mais je vais vous retenir encore un peu plus. Donc, on a une autre story inspirante que nous allons regarder. C'est un interview qui a été enregistré avec Emira Romeni.